Donc ici, nous vous présentons un scénario d'appel interdomaine. Donc, entendez par interdomaine un appel qui émane d'un domaine A et qui est à destination d'un autre domaine qu'on peut appeler par exemple domaine B. Ok, donc l'appel quitte un domaine pour aller dans un autre domaine. Voilà, donc ici, il faut dire que ces deux domaines-là donc sont représentés par ce serveur SIP-là qui a pour nom proxy1.celltelephony.com et l'autre domaine est représenté par le serveur SIP ici, donc onsip.mice.com. Ok, donc ce client-là va émettre un appel vers ce client. Je rappelle que ce client est rattaché à ce proxy, donc est dans le domaine celltelephony.com et l'appelé, qui est ce client-là, est plutôt dans le domaine mice.com. Donc, nous supposons qu'il y a une session TLS, donc une session TLS qui a été précédemment établie entre l'appelant, donc entre ce client-là et son serveur SIP à lui. Ok, donc cette session TLS là pour ID, disons 3467. Le client donc veut émettre un appel, du coup il forme un invite. Ok, il forme un invite. Et bien évidemment, sur la session TLS existante entre lui et son serveur SIP, eh bien, le client va donc envoyer son invite. Alors, nous rappelons juste que l'invite a pour cible URI cible ou encore cible URI de destination. Eh bien, la cible URI de l'appeler directement, on va simplifier les choses comme ça. Donc, l'invite a directement la cible URI de destination qui est loid@onsip.mice.com. Ok. Donc, l'invite part donc et arrive au niveau du proxy de l'appelant. Ok. Une fois que le proxy de l'appelant donc reçoit cet invite, il va consulter un serveur DNS tout simplement. Voilà. Pour avoir en fait plus de détails sur comment est-ce qu'il devra en fait router ou encore forwarder l'appel. Ok. Voilà. Donc, il envoie sa requête DNS 20, serveur DNS, bien évidemment. Et le serveur DNS va faire en fait des traitements ici. Ok. Voilà. Bon, cette vidéo est juste une vidéo de présentation, donc pour ne pas trop faire long, on ne va pas trop commenter en fait ces enregistrements-là, ok, mais ce sont des traitements que justement le serveur DNS fait pour pouvoir répondre à la requête du proxy 1, ok. Donc là, vous voyez que le serveur DNS a fait une première résolution et a obtenu trois résultats. Alors ces trois lignes-là, C plus D2U, sont ce qu'on appelle en DNS des enregistrements de type SRV. Ok, bon, nous n'avons pas assez de temps pour commenter tout ça, mais ce sont des enregistrements de type SRV. Ok, dans un premier temps, ce sont ces enregistrements-là qui sont retenus au serveur DNS. Et ensuite, le DNS fait une deuxième résolution pour cette fois-ci avoir un enregistrement de type A. Ok, c'est-à-dire une adresse IP concrètement. Et donc, le DNS fait le retour au proxy 1. Le proxy 1 peut donc forwarder l'appel euh, au prochain nœud parce que vous voyez très bien que l'adresse IP ici qui est indiquée dans la réponse donc du DNS là, et bien c'est l'adresse IP en fait du serveur SIP on SIP. Ok, c'est exactement l'adresse IP qu'elle a. Donc le proxy 1 sait maintenant vers quelle machine il va router l'appel. Donc il va router l'appel, mais bien évidemment, bien avant, il faudra d'abord que le proxy 1 en fait établisse une session TLS d'abord, ok. Et cette session TLS ça va se faire bien évidemment sur TCP d'abord. Donc le proxy 1 va initier une connexion TCP dans un premier temps, ok, vers le serveur OnSIP. Alors cette connexion TCP va, après cette connexion TCP, il y aura la session TLS qui va se mettre en place. Donc il y a ce qu'on appelle le handshake. Le handshake TLS va commencer d'abord par du hello. Donc le proxy 1 va envoyer son hello, son message hello. Ok, donc là on est purement en TLS. Le proxy 1 va envoyer donc son message hello au serveur OnSIP, à son vis-à-vis, j'ai envie de dire, en indiquant son certificat. Ok, son certificat contient un certain nombre d'informations. Il envoie son certificat. Le serveur OnSIP va faire des checks, notamment des checking, pardon, notamment le serveur OnSIP en fait va vérifier, ne serait-ce que l'information SAN, ok, l'information qui figure dans le paramètre SAN du certificat, va vérifier en fait si l'information fait partie en fait du domaine qui était déclaré. Parce qu'il faut dire en fait que sur ces deux serveurs en fait il y a des domaines TLS, des pires ou si vous voulez des partenaires TLS en fait qui ont été déclarés sur ces différents serveurs là, c'est-à-dire que euh,
par exemple, le serveur OnSIP va accepter des sollicitations TLS ou des connexions TLS uniquement des machines en fait qui font partie de ce domaine-là. Ok, voilà. Si une machine ne fait pas partie de ce domaine et tente d'établir une connexion, une session TLS avec le serveur OnSIP, et bien cette session ne pourra s'établir tout simplement. Donc là, le serveur OnSIP en fait va vérifier le SAN, ok, donc le Subject Activity Name qui est inséré donc dans le certificat que vient de lui envoyer le serveur, le proxy 1, va vérifier si le nom de serveur en fait qui est indiqué là-dedans fait partie du domaine qui est déclaré ici. Ok. Et si vous regardez, eh bien c'est le cas. Ok. Proxy 1.cltéléphonie.com fait partie du domaine cltéléphonie.com. Donc il n'y a pas de souci. Le serveur SIP va accepter le certificat. Bien évidemment, il y aura d'autres checkings, mais le checking sur lequel on aimerait être focus d'abord dans un premier temps, c'est plutôt sur ce checking-là. Ensuite, ben, le OnSIP va lui aussi envoyer son certificat au serveur proxy 1 à travers un hello aussi qu'il envoie. Pareil aussi, le serveur OnSIP va indiquer dans le subject alternative name son nom de serveur à lui. OK? Et pareil aussi, le proxy 1 va checker dans sa liste de TLS peer, donc de TLS partenaire, ok, va regarder si le SAN qui est indiqué ici fait partie du domaine qui est déclaré ici, ok. Et là, on se rend très bien compte que c'est le cas, ok. Donc, onsi.mice.com fait partie du domaine mice.com, ok. C'est une machine qui fait partie du domaine mice.com, donc il n'y a pas de souci. Le proxy 1 va tout simplement accepter, ok, le certificat. Donc, il finit donc ses checking et à cet instant, eh bien, nous considérons que le handshake TLS, ok, c'est que nous appelons le handshake TLS que nous avons eu à exposer de fond en comble en détail durant tout le module, ok. Voilà, le handshake TLS, handshake, pardon, TLS s'est établi avec succès, on va le dire ainsi, comme ça. Et donc, la session TLS peut donc s'établir entre les deux machines, ok. Et une fois que la session TLS est établie entre les deux machines, eh bien, les appels peuvent circuler. Alors ici, ce que nous aimerons juste dire, c'est que là, c'est du TLS client. Alors donc, nous avons parlé de ce que c'est que le TLS client. Ok, en cible, ce que c'est que le TLS client. Nous avons abordé cette notion-là, ce concept-là. Voilà. Donc, entre un client cible et donc le serveur, ce sera du TLS client qui sera configuré avec justement tout ce que cela implique. Entre les deux serveurs cibles, ici, ça sera du TLS mutuel, ok, avec authentification mutuelle, justement. C'est la caractéristique principale même du TLS mutuel, ok. C'est-à-dire que donc les deux serveurs vont s'échanger leurs certificats, ok. Et bien sûr, entre le OnSIP serveur et le client Loïc, et bien ça sera tout simplement du TLS client, ok. Voilà. Donc ensuite, la session TLS donc a pu très bien s'établir entre les deux serveurs comme nous l'avons vu. Maintenant, le proxy 1 va maintenant envoyer son invite, ok. Ils vont envoyer son invite au serveur OnSIP. Lorsqu'il envoie son invite, eh bien, il y aura un deuxième checking en fait que le serveur OnSIP va faire. Ok. Et ce checking va consister à quoi? Eh bien, c'est ce que nous expliquons ici. En fait, en gros, concrètement, le serveur OnSIP en fait va regarder dans le header from. Ok. Là maintenant, nous sommes purement en SIP. Le serveur OnSIP va regarder dans le header from pour voir en fait si la SIP URI, ok, qui est indiquée dans le header from là, cette SIP URI là en fait correspond justement à un client du domaine justement cltéléphonie.com. Ok, voilà, donc comme vous connaissez la syntaxe d'une SIP URI, c'est user host. Donc le serveur OnSIP va regarder la partie host de la SIP URI qui est indiquée dans le form là pour en fait et va vérifier en fait si cette partie host là en fait fait partie justement du domaine cltéléphonie.com. En gros, pourquoi le OnSIP en fait fait ce deuxième checking là? Parce que justement le OnSIP a reçu, si vous avez suivi la slide précédente, le OnSIP a reçu un certificat, n'est-ce pas, du proxy 1. Dans ce certificat, il y avait un paramètre qu'on appelle Subject Alternative Name, ok, qui contient en fait le nom du serveur ou encore le nom du domaine complet, donc le FQDN du serveur qui lui a envoyé le certificat, donc c'est-à-dire du proxy 1. Ok. Donc s'il y a un appel que le proxy 1 lui envoie, eh bien c'est tout à fait logique et normal que cet appel-là en fait provienne du domaine cltéléphonie.com.
et la preuve que cet appel provient bel et bien du domaine cltelephony.com, et bien cette preuve là en fait c'est que le header from, ok, qui est dans le invite, doit justement faire ressortir le domaine cltelephony.com, ok. Voilà, donc concrètement, s'il n'y a pas de ceci, normalement le header from en fait doit contenir l'adresse SIP de l'appelant, c'est-à-dire axel@proxy1.cltelephony.com. Ok, donc voilà pourquoi en fait en gros le OnSIP server fait ce deuxième checking là pour être sûr que c'est vraiment le proxy 1 en fait qui lui envoie maintenant l'appel. Ok, donc une fois que ce checking là est fait, eh bien le OnSIP server qu'est-ce qu'il va faire? Ben c'est très simple, il va checker, il va en fait regarder s'il y a une session TLS qui est établie entre lui et l'appelé. Ok, voilà, parce que c'est le serveur OnSIP qui sait où se trouve l'appelé, c'est-à-dire Loïc. Ok, bon, bien évidemment, le OnSIP va s'appuyer sur un location server. Ok, donc sur son location server pour connaître l'adresse IP courante de Loïc. Ok, mais avant d'envoyer l'appel à Loïc, eh bien, le OnSIP en fait va checker d'abord, va récupérer l'identifiant de la session TLS qui a été établie entre lui et le client Loïc. Alors, il faut dire que le client Loïc, certainement, a eu à établir une session TLS avec son proxy, donc avec le OnSIP server, lorsque celui-ci, c'est-à-dire lorsque le client Loïc, en fait, s'est préalablement enrôlé sur le réseau SIP. Ok, c'est-à-dire lorsque le client Loïc a envoyé son registre, puisque là, nous parlons bien de SIP sur TLS, donc de SIP sécurité. Donc, le client Loïc a dû envoyer son registre sur une session TLS qu'il a établie d'abord. Ok, donc avant d'envoyer son registre, le client lui a eu à établir une session TLS avec son serveur SIP qui est le serveur OnSIP. Et comme on l'a vu hein, dans la partie TLS client, le client lui après avoir établi cette session TLS se doit de garder en vie, donc l'équipe est là, donc de garder en vie en fait cette session TLS. De sorte que s'il y a des appels en fait qui sont à destination du client Loïc, le serveur OnSIP pourra donc envoyer ces appels-là sur la session TLS que Loïc a eu établi avec le OnSIP server. Dans le mode TLS client, on l'a vu et on l'a dit, ce n'est pas le SIP serveur qui va établir une session TLS vers le client. Parce que justement, il y a des problématiques de NAT, firewall qui vont bloquer la partie TCP, ok, qui vont bloquer la connexion TCP. Et donc, voilà, donc nous avons longuement exposé là-dessus. Donc, le OnSIP va donc justement retrouver et donc récupérer donc la session TLS qui est établie entre lui et Loïc. Et bien, c'est sur cette session TLS là que le proxy va envoyer justement l'invite à Loïc, tout simplement. Et Loïc aussi qui va répondre toujours sur cette même session TLS là, mais avec les différents messages SIP maintenant que nous connaissons, enfin que vous connaissez, donc le 103 ing, le 180 rigging, le 200 OK, tout ça et on va ensuite relayer. Alors, dans tous ces messages, nous rappelons juste que le 103 ing est un message qui n'est pas relayé hein, normalement. Voilà. Mais bon, juste pour présenter globalement la chose. Et donc, en fait, ici, pour juste vous montrer que donc tous les autres messages SIP qui vont être échangés de l'appeler jusqu'à l'appelant, bien vont être échangés bien sûr des sessions TLS. Ok, voilà. Alors donc ici nous vous présentons une combinaison entre signalisation et médias chiffrés. Donc vous l'aurez compris, ici on parle de combinaison 3, donc il y a deux autres combinaisons que nous avons présentées précédemment. Donc là c'est le cas de la signalisation qui est chiffrée ou ici le média qui est aussi chiffré. Alors si vous décidez donc de chiffrer votre signalisation SIP, eh bien, ça veut dire que vous décidez donc d'utiliser du TLS, ok, comme nous l'avons vu. Et donc, en ce moment-là, dans le head via, ok, l'entête via SIP, ok, c'est un entête SIP de via. Eh bien, dans ce head via, là, en fait, se présente sous cette forme, ok. On a SIP slash 2.0, ok, slash TLS et ensuite l'adresse IP du device qui a émis le message et ensuite les paramètres branch et autres. Donc là, l'attention, le focus que nous aimerons faire ici, c'est le TLS ici. Habituellement, lorsque le SIP n'est pas envoyé sur TLS, c'est exactement le même format, exactement la même syntaxe, sauf que là, on a plutôt UDP. Parce que le protocole basique, hein, par défaut du SIP, c'est UDP. Donc lorsque le SIP n'est pas envoyé sur du TLS n'est pas chiffré, c'est UDP qui est là. Mais lorsque vous chiffrez votre signalisation SIP, ok, dans l'entête via, en fait,
on aura plutôt TLS à la place de UDP. Okay. Alors, il faut dire que cette syntaxe-là est la syntaxe officielle. C'est la syntaxe qui est recommandée dans tous les RFC que vous pourrez trouver sur le sujet. Ok. Il y a d'autres constructeurs qui utilisent plutôt le paramètre transport égal UDP dans la cible URI, mais cette manière de présenter les choses n'est pas recommandée, c'est pas ce qui est officiel, en tout cas, c'est pas du tout recommandé. Ce qui est recommandé même dans les RFC et partout, ok, dans dans la documentation technique, eh bien, c'est le header via qui se présente sous cette forme, ok, SIP/2.0/TLS. Ok. Ensuite, si vous décidez de chiffrer aussi donc la partie média, donc ça veut dire que vous utilisez par exemple du SRTP, ce qui est généralement utilisé. Eh bien là, c'est donc au niveau du SDP du message SIP. Ok, vous savez qu'un message SIP, il y a une partie header où on liste tout ce qui est header, dont fait partie justement la ligne via. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le message body. Alors, bien évidemment, c'est pas tous les messages cibles qui ont un message body. Ok, il y en a qui l'ont. Et le message body, très généralement, c'est SDP, mais le message body peut être autre chose. Hein, ça, on en parle un peu dans les cibles basics, ok, dans les notions basiques du SIP. Mais ici, considérons que c'est un SDP. Donc, le SDP se présente en fait sous cette forme. Ok, il y a plusieurs informations, il y a plusieurs lignes dans le SDP bien évidemment, mais bon, on a occulté toutes ces lignes. Ce qui nous intéresse, c'est la ligne en fait qui déclare un média. Ok, ok, cette ligne là, quand vous la voyez dans un SDP, c'est que c'est un média en fait qui est décrit, qui est déclaré comme ça. Donc ici le média c'est audio. Ok, donc vous retrouvez cette ligne là et cette fois-ci vous verrez SAVP et non pas AVP tout court. Ok, si le média n'est pas chiffré, ben vous verrez tout simplement AVP. Mais là, SAVP, justement, le device indique comme ça qu'il supporte donc le SRTP. OK. Et ensuite, vous verrez la ligne A qui accompagne tout de suite la ligne M. OK. La ligne A, en fait, donne les attributs qui s'appliquent, en fait, au média qui est ici. Donc, la ligne A va indiquer ce qu'on appelle donc les attributs crypto. OK. Donc, ici, c'est les différents paramètres cryptographiques, en fait, qui vont justement s'appliquer au média qui est juste en haut ici. Ok, donc vous voyez par exemple AES qui sera l'algorithme de chiffrement qui sera utilisé. Ok, voilà. Vous verrez ici la longueur de la clé qui sera utilisée. Vous verrez ici l'algorithme pour l'authentification. Ok, voilà. Et vous verrez même la clé enfin de chiffrement, tout ça. Donc toute cette ligne a toute une signification justement que nous abordons sur les slides suivantes. Ok, tout simplement. Voilà. Donc ça, comme nous le disions, c'est ce qui montre que le device donc supporte SRTP et là, voilà, l'usage indique les algorithmes de chiffrement qu'il supporte. Vous pouvez nous joindre sur notre site officiel www.saheltéléphonie.com à la page Télécomtronique plus précisément. Et sentez-vous libre aussi de nous écrire à l'adresse qui s'affiche make your calls easy@saheltéléphonie.com. Ce module, eh bien, sachez que vous pouvez le trouver en intégralité donc sur la plateforme Udemy. Ok, donc sur Udemy, vous tapez SIP and Media Security, vous retrouverez le module et vous pourrez donc l'acheter et l'avoir donc en intégralité. Et pour vous présenter un peu la liste des différents modules que nous proposons toujours en lien avec le SIP. Eh bien, il y a donc un module intitulé SIP et PSTN. Donc, le module est plutôt intitulé Interconnexion entre SIP et PSTN. Il y a mobilité et routage SIP. Il y a SIP, VVOIP et QoS. Et il y a ce module SIP and Media Security que vous venez de, enfin, dont vous venez de visionner justement un extrait tout à l'heure, justement. Ensuite, nous proposons aussi SIP et IMS, dont nous parlons un peu de l'implémentation du SIP au niveau de l'IMS, donc au niveau du cœur réseau 4G, 5G, voilà. Aussi, il y a SIP dans le cloud, donc tout ce qui est public hébergé. SIP et Enum, alors donc là, c'est un module où nous présentons et exposons justement tous les détails en ce qui concerne le protocole qu'on appelle Enum. Et aussi, il y a le module SteerShaken. Alors, SteerShaken, c'est un framework qui a été récemment développé
au niveau du SIP et qui permet justement de signer les appels de sorte à tracer l'appel jusqu'à l'origine, c'est-à-dire l'appelant même de l'appel. Et il y a aussi le SIP trunk, donc c'est tout ce qui concerne justement le trunk SIP aujourd'hui dans les architectures de téléphonie modernes. Eh bien, il faut dire qu'il y a des trunks SIP qui sont comme des genres de jonctions logiques, de tuyaux, si on peut le dire ainsi, logiques, entre deux équipements SIP qui ont deux serveurs SIP directement pour écouler les appels. Donc, ce concept est beaucoup implémenté dans les architectures de téléphonie aujourd'hui moderne, on va le dire. Donc, nous en parlons et nous présentons un peu quelques outils de troubleshooting en ce qui concerne les trunks SIP et aussi tout ce qui est communication unifiée. Merci.